Deuxième partie de ce débat d'entre-deux tours sur TV Sud, sur la 4e circonscription de l'Hérault. Robert Lecaux avait répondu sur le rôle du député, sur cette circonscription, on le rappelle, rurale. Comment voyez-vous les choses, vous, Frédéric Roig, sur le rôle du député, à la fois dans la circonscription, mais aussi à l'Assemblée nationale? Il est clairement défini dans le code électoral, comme l'a dit M. Lecaux sur les deux premiers points de son intervention. Proposer des lois, étudier les projets de loi du gouvernement, contrôler la politique du gouvernement au travers d'un certain nombre d'outils, dont le vote de la loi de finances. Et puis, effectivement, après, il y a une mission sur sa circonscription qui est un travail d'écoute, un travail de veille et un travail, il me semble, alors moi c'est ma première candidature, donc sur cet aspect-là j'ai un certain nombre de méthodes de travail que j'ai appliquées de proximité et d'essayer de voir comment par rapport aux problèmes des territoires qui se font jour, comment on les traduit après effectivement en mission au niveau de l'Assemblée nationale et peut-être en médiation au niveau local. J'ai rencontré la semaine dernière la section régionale de la conchyliculture, bon nombre de conchyliculteurs sur le problème de l'herpès et de la mortalité. Et donc, j'ai pris contact avec le préfet et la semaine prochaine, il y aura une réunion organisée avec l'ensemble des acteurs. Je n'y serai peut-être pas. Parce que je n'ai pas la compétence de traiter ce problème-là. C'est le préfet qui en décidera, et qui convoquera les acteurs de la filière et qui ont les compétences. Et donc, c'est simplement un peu ce rôle de médiateur, de courroie de transmission quand on a connaissance d'un problème et pas spécialement de prendre, je suis bien d'accord sur le fait qu'un parlementaire n'est pas un super conseiller général ou un super maire ou un super conseiller régional. On est bien d'accord. Sur ce sujet, si vous le permettez, puisque je suis un peu en retard. Légèrement. Légèrement. Non, je voudrais prendre des exemples concrets. Une infrastructure importante comme la 75 et la 750. Moi, je me suis battu, par exemple, pour que les crédits du plan de relance qui n'étaient pas prévus permettent de faire sauter le bouchon de Gignac. Là où je suis surpris sur cette infrastructure, c'est que j'ai réussi en bataillant à mettre en place des infrastructures ou des services importants, comme la maison de la justice et du droit à l'Odève, comme la maison médicale sur Clermont-Lérault, par le travail de parlementaires. Quand j'obtiens que l'État respecte ses engagements sur l'aire du Belvédère à l'Odève, qui est une aire qui va jouer et qui va être un atout touristique pour ce territoire et qui doit jouer sur le tourisme, et que je vois dans la presse que Frédéric lui dit que c'est de l'argent foutu en l'air, là, je voudrais l'interpeller sur ce sujet. J'aimerais qu'il me dise exactement s'il est contre l'aire du Belvédère. Et je voudrais aussi savoir quelle est sa position, car quand je me bats pour la jonction entre la 750 et la 9, pour faire sauter les 6 km de bouchons entre Juvignac et Saint-Jean-de-Védas, que la région m'accompagne sur cette affaire ou que j'accompagne la région, que l'aglo m'accompagne ou que j'accompagne l'aglo, la ville de Montpellier aussi, mais que celui qui est le plus en retrait, c'est le président du Conseil général, alors que c'est lui qui est comme concerné par le contournement ouest. Là, je demande à Frédéric Roig de me dire quelle est sa position sur l'aire du Belvédère et sur la jonction A9 à 750. Frédéric Roig. Oui, je l'ai exprimé, on s'était croisés sur le marché de l'Odève, et puis après j'ai eu une longue discussion avec Monsieur Ferrassi. Ce qui avait été écrit n'était qu'un bout de l'expression que j'avais eue lors d'une réunion où des problématiques économiques étaient abordées. Et donc, quand j'ai pris cette position, effectivement, elle s'intégrait dans le fait que précédemment, j'avais évoqué la nécessité, il me semble-t-il, du raccordement de l'Odève, parce que l'échangeur du Bosc nécessite un raccordement à Saint-Fréchous, là où il y a un parc d'activité régionale, et donc ça crée effectivement une problématique de raccordement. Et je disais qu'il y avait là un déficit dans la réflexion qui avait été faite par les services de l'État sur ce raccordement, alors qu'il y avait à l'époque, ça s'appelait le technoparc, mais c'était le parc d'activité économique, et que beaucoup de l'Odévoise et de l'Odévois, beaucoup de commerçants regrettent le fait que quand on sort du tunnel, l'échangeur nord de l'Odève se situe quelques kilomètres en amont de l'Odève, et quand on sort du tunnel,
il y aurait la possibilité d'un embranchement nord-sud pour permettre effectivement aux gens, une fois passés, de s'arrêter, alors que tous les acteurs économiques et beaucoup d'habitants disent qu'effectivement les gens s'en vont. Et donc c'est pour ça que j'avais pris cette position en disant, n'y a-t-il pas lieu, sans remettre en question le belvédère, mais dans une réflexion globale, d'intégrer le fait que le raccordement économique, enfin, le raccordement au sud du tunnel de l'Odève dans le sens nord-sud peut être partie intégrante d'un paquet dans la négociation des moyens que met l'État. Tout ça, Frédéric, c'est compliqué là. Non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Les auditrices et les auditeurs ont besoin de comprendre. Non, mais c'est très simple. C'est un raccordement de l'A75 à l'Odève au sud du tunnel de l'Odève. Oui. Voilà. Et de faire un paquet commun, éventuellement avec cette réflexion de belvédère, qui doit être poussée, puisque, je ne sais pas si c'est l'objet là de la discussion d'aujourd'hui, mais pour répondre à la question, nécessite aussi dans l'Odève un certain nombre d'aménagements pour lesquels il faut un projet. L'État a un dossier sur l'aire du belvédère, il va lancer les appels d'offres, et vous, conseiller général, vice-président du conseil général, vous dites c'est de l'argent foutu en l'air. Oui, parce qu'il faut le raccorder avec la réflexion économique. Êtes-vous pour ou contre l'aire du belvédère? Je ne suis pas contre l'aire du belvédère, mais je suis pour... au moins une précision que cette élection a permis. La réflexion de l'aire du belvédère, c'est la jonction avec la une réflexion et la jonction messieurs, là on est sur des problématiques d'aménagement du territoire qui sont oui, mais c'est des importantes. Problématiques majeures sur la circonscription. Tout à fait, mais votre circonscription est large. Je pense que l'aire du belvédère à l'Odève est peut-être moins intéressante pour les électeurs de... Monsieur Roy, s'il vous plaît, réponse quand même sur la 750. On va finir la réponse et puis après, effectivement, sur la question de la très rapide. Effectivement, on a pu accélérer, mais je rappellerai que la région et le département ont contribué aussi au plan de relance pour permettre le raccordement aussi à la fois la traversée de l'Hérault et le... Non, pas au plan de relance, au contrat État-région. Oui, mais dans le contrat État-région. C'est pas le plan de relance, le plan de relance, c'est l'État. C'est l'intérêt que portent les collectivités. Et effectivement, au niveau du département, on a toujours été partie prenante puisque les différentes variantes de raccordement de la 750 à la 9 impactent les routes départementales et selon les scénarios. Mais est-ce que le département participe Certains sont dans l'agglo et les compétences agglo par rapport aux routes nécessitent effectivement un certain nombre de transferts de compétences. C'est compliqué. Est-ce que le département participera au financement, ce qu'il a refusé jusqu'à présent? Il faudrait que déjà l'État se positionne. Et ça, c'est notre rôle à nous. Moi, j'ai fait prendre position à l'État. Et le ministre Mariani a dit qu'il participerait. Mais est-ce que le département participera, comme la région et l'agglo? Est-ce que vous pouvez vous engager à la place de M. Vézinet? Alors, moi, je ne vais pas m'engager pour... D'ailleurs, il n'est pas président du département. Non, mais il est député. Il peut... Il est député. Là, il est député dans le contexte aujourd'hui. Alors, élargissons un petit peu le débat, parce qu'on est sur des problématiques là très précises qui sont intéressantes. Monsieur Roy, s'il vous plaît. Bon, on ne va pas s'en sortir. Si on reste sur deux thématiques, il nous reste 17 minutes de débat. C'était pour répondre. On est sur des problématiques très intéressantes, mais très précises, et qui concernent pas forcément l'ensemble de votre circonscription, qui est assez vaste. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu d'emploi. On sait qu'il y a des taux de chômage assez élevés sur l'Hérault, sur certains secteurs de l'Hérault notamment. Vous êtes sur une vaste zone rurale. J'aimerais connaître, selon vous, quels sont les leviers de développement économique sur cette zone. Robert Lecou. Vous l'avez bien qualifié, c'est une vaste zone rurale et moi j'ai eu depuis 10 ans à vivre ce qu'était l'évolution de la viticulture. Il y a 10 ans, les caves étaient pleines, les stocks ne se vendaient pas. Aujourd'hui, grâce au travail des vignerons et des viticulteurs, grâce à la qualité, grâce aussi aux mesures qui ont été défendues par les ministres de l'Agriculture et le dernier d'entre eux, Bruno Le Maire, qui a été un excellent ministre reconnu par l'ensemble du monde agricole, la situation de la viticulture s'est améliorée. C'est important pour nous. La viticulture, c'est emblématique. Il faut rappeler que les vins spiritueux, c'est le deuxième secteur au niveau de l'exportation après l'aéronautique, ne l'oublions jamais. Et moi, quand je bataille sur les bancs de l'Assemblée nationale contre ce que j'appelle les intégristes de la santé publique, dont par exemple un socialiste qui est bien connu, qui s'appelle M. Jacques Le Guen, qui chaque fois nous traite de dealers parce qu'on défend la viticulture, c'est terrible ça, hein. Bien, on y arrive doucement. Donc il faut défendre la viticulture parce que c'est notre économie, nos paysages et notre art de vivre. Il faut aussi défendre, oui, l'élevage. Ça, on connaît bien, hein, on a des produits extraordinaires. Le roquefort est fait à partir des laits de brebis et puis le pélardon à partir des laits de chèvre. Il faut défendre l'oléiculture
Et bien entendu, maintenant, moi je suis heureux de venir sur l'étang de Thau. J'ai déjà rencontré les conchyliculteurs. Je n'étais pas en situation de responsabilité de député, que je leur ai déjà permis de faire la rencontre avec le ministre Bruno Le Maire à Paris pour parler de l'herpès virus et des bactéries qui aujourd'hui posent un vrai problème pour ces gens qui perdent parfois 60 à 70% de leur naissin. Moi j'ai vu un conchyliculteur, il m'a dit j'ai investi 120 000 euros. 120 000 euros en achetant des naissins, et aujourd'hui il y en a les 3/4 qui sont morts. J'ai été sur l'étang, j'ai vu ce que c'était. C'est quelque chose qui est très préoccupant. Et pourtant, les paysans de la mer sont des gens qui font un travail très difficile. Donc, voilà, il faut accompagner tout ce monde rural, toute cette agriculture, tous les domaines sont importants. Et puis, il y a le monde des PME, PMI, les artisans, les commerçants, ceux qui font de l'économie. Alors cela, tout à l'heure, je vous ai dit ce que j'attendais de l'État. Un État qui se concentre sur ses responsabilités fondamentales qu'on appelle régaliennes, mais qui laisse un peu respirer le monde de l'économie. Aujourd'hui, tous les artisans que je rencontre me disent « je voudrais embaucher, mais je ne le fais pas. Trop de charges, trop de complications. Trop de lois, tu la loi. Trop d'impôts, tu l'impôt. Trop de social, tu le social. » Il faut qu'on laisse respirer ces acteurs économiques, qu'on leur donne un peu le sens de notre confiance. Et vous verrez que les PME, PMI, les artisans, les commerçants seront en mesure, eux, sur ce territoire, parce que c'est le gros de notre activité économique, de repartir avec un petit peu de dynamisme. Oui, un État fort sur ce qui est de sa compétence et qui laisse respirer les autres. Vous savez, si jamais je devais faire une proposition de loi encore, ça serait peut-être de dire une loi contre l'inflation législative, car on meurt de trop de lois sans avoir fait le nettoyage des précédentes lois. La France a besoin de respirer. Faisons confiance aux Françaises et aux Français, à ceux qui entreprennent, à ceux qui prennent des risques et à ceux qui travaillent. Frédéric Roig, sur cette question économique importante et ces secteurs d'activité assez spécifiques à cette circonscription. Il est évident que l'agriculture et la pêche d'ailleurs, puisqu'à la conchyliculture il y a les petits métiers de la pêche, jouent un rôle prépondérant sur ce territoire en termes économiques, en termes d'emploi et en termes d'aménagement de l'espace. Et je ne reprendrai pas les nécessités effectivement de maintenir ces filières. Tout le monde est d'accord sur l'importance que revêt l'agriculture dans notre département. Je crois qu'il faut aller vers une agriculture raisonnée, que beaucoup d'exploitations familiales d'ailleurs se sont inscrites dans ces logiques d'agriculture raisonnée. Et puis, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels les circuits courts de distribution sont aussi une réponse au développement de ces exploitations. C'est valable sur l'ostréiculture, c'est valable sur les produits du vin qu'il faut arrêter de stigmatiser. Et puis, c'est valable bien évidemment sur le fromage et les autres spéculations dans l'élevage. 95% des entreprises sur l'Hérault et plus particulièrement sur la 4e circonscription sont des très petites entreprises. Ces entreprises-là, elles rencontrent beaucoup de problèmes puisque je les vois et je fréquente les chambres consulaires dans le cadre de mes attributions au département, et je crois qu'il y a des effets de levier importants. D'abord sur la simplicité. J'ai rencontré à Claré une petite entreprise qui fabrique de l'huile de cade. Et donc elle risque de fermer parce que y a une nouvelle norme qui va lui imposer de dépenser 300 000 euros pour obtenir la permission de commercialiser son huile. Il y a la question des charges aussi dont qui rentre, qui était évoquée tout à l'heure. Qui rentre dans tous les problèmes. Une entreprise que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps avait recruté un apprenti qui est parti pour des raisons personnelles et n'avait pas la possibilité de renouveler son poste. Donc je crois qu'il y a des problèmes de reprise aussi d'entreprise. Et puis, il y a un aspect qui est très important, c'est celui de la finance. Il me semble que je n'ai pas rencontré une entreprise qui ne s'est pas plaint aujourd'hui de ne pas pouvoir obtenir un emprunt pour investir ou se développer sur une machine-outil, quelle qu'en soit la somme. Et je crois qu'il faut arriver avec les banques à nouer un dialogue pour donner de l'air, comme ça a été dit, aux entreprises qui ont besoin pour se développer aussi d'investir. François Doré. Oui, alors on a parlé d'emploi, j'aimerais bien aussi qu'on parle d'environnement sur un territoire rural. Il y a eu plusieurs dossiers. Vous vous êtes occupé de la décharge de Fabrègues, qui est sortie de la circonscription aujourd'hui. Il y en a d'autres. À Metz, il y a la décharge de Cambéliès.
il y a la multiplication des décharges sauvages un peu partout, hein, notamment avec les déchets du bâtiment. Il y a la question des gaz de schiste. Comment vous appréhendez tout ça dans une problématique de développement du territoire? Robert Lecou. Oui. Simplement sur les charges, je vais y revenir rapidement. Moins de charges, plus d'emplois et de meilleurs salaires. Et le programme ou le projet, qui ne sera d'ailleurs certainement pas mis en œuvre, de François Hollande, vous allez voir les surprises qu'on va avoir sur les augmentations d'impôts et sur les augmentations de charges. Nous étions pour une meilleure compétitivité de la France avec une TVA anti-délocalisation, et ça va être mis à bas. Sur l'environnement, bien m'en a pris, oui, de défendre le projet de Fabrègue de lutter contre la décharge, car l'étang de Thau sera respecté pour les pêcheurs et les congéliculteurs. Pour ce qui est des gaz de schiste, j'ai la fierté d'avoir été le co-signataire de la proposition de loi qui interdit l'extraction des gaz de schiste par la méthode de la fracturation hydraulique. Il s'agissait d'aller puiser de l'eau riche, qui est la vie, pour l'injecter à 3000 mètres de profondeur avec des produits toxiques pour faire remonter des gaz de schiste. Et nous aurions eu sur le plateau du Larzac, qui a été classé, et j'ai eu plaisir à travailler avec Frédéric Groix sur cette affaire-là, au patrimoine mondial de l'UNESCO, une multitude de puits. On pompait de l'eau, qui aurait manqué pour l'eau potable et pour l'irrigation de l'agriculture, on l'a pollué et on détruisait le territoire avec des paysages massacrés. C'est un dossier qui n'est pas forcément réglé en plus. Il est réglé. Il est réglé. Alors je vais répondre très clairement. On ne peut pas, grâce à la loi que j'ai fait voter et que j'ai votée, on ne peut pas extraire les gaz de schiste sur notre territoire. Et même le territoire Cossé-Cévennes a été sanctuarisé par les propos du président de la République ancien et de la ministre de l'écologie. Par contre, si un jour on me dit qu'on peut extraire de l'énergie du sous-sol sans pollution aucune, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais, hein, soyons clairs. Mais par contre, l'extraction par la fracturation hydraulique est interdite grâce à la loi. Pour ce qui est des autres projets que vous avez évoqués, moi, je suis de ceux qui disent, quand je serai sur le territoire du canton de Metz, j'irai rencontrer les acteurs du territoire. J'écouterai et après, je me ferai une idée et j'accompagnerai ceux qui ont la légitimité sur le terrain. Si on a réussi, vous savez, à faire baisser les bras à l'agglo de Montpellier, au ministre de l'écologie, qui était un ministre du gouvernement que je soutenais, au préfet sur la décharge de Fabrègue, si on a réussi à protéger cette merveille qui est l'étang de Thau, et si j'y ai pris ma part là-dedans, sur les autres dossiers, je serai de la même façon à l'écoute et en capacité de me mobiliser. Et quel que soit le gouvernement, que je le soutienne ou que je m'oppose à lui, j'aurai toujours la possibilité de m'exprimer, car on ne me bâillonnera jamais. Frédéric Roy, sur cette question environnementale. L'environnement, c'est une question de citoyenneté. Elle revêt plusieurs aspects. Effectivement, l'étang de Thau est un exemple extraordinaire de biodiversité qu'il faut protéger à tout prix et pour lequel il ne doit pas y avoir de demi-mesure ou de demi-position. Je crois que c'est important. La question des décharges que vous évoquiez, la loi a mis en place un plan départemental de traitement et d'élimination des déchets avec un schéma qui est en cours d'élaboration, co-présidé par le préfet et le président du conseil général avec un certain nombre de démarches. J'assiste à ce comité départemental et donc il y a un plan de requalification des décharges et d'organisation du traitement et de la collecte sur le département. Et dans ce plan, on a la fierté sur le cœur d'Hérault, souvent d'ailleurs, et le Picénois à être montré en exemple par rapport au travail qui est mené, même s'il reste encore à faire du chemin. Sur la question des gaz de schiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mobilisation des populations a été immédiate et totale. Des associations se sont créées, les élus ont emboîté le pas et ça a permis, au bout de quelques mois, effectivement, de faire adopter une loi qui, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, a permis, je ne reviens pas sur ce que disait M. Lecou, d'arrêter et d'annuler les permis. Pour autant, il y a des recours contre cette décision d'annulation et donc il faut aller sur le
site du ministère de l'Environnement. Et donc, il faut mener le combat pour continuer à ce que définitivement et irréversiblement cette question soit faite, parce que la fracturation, pour l'instant, est la seule technique et scientifiquement, il n'y en a pas d'autre, malgré toutes les recherches au jour où nous parlons, pour extraire effectivement à des profondeurs conséquentes les eaux et les bitumes schistumineux. Eh bien, ce combat, nous le mènerons. Moi, député, et vous, conseiller général. Merci. Il nous reste 6 minutes de débat. Il va falloir qu'on garde 2 minutes pour la conclusion. J'aimerais qu'on vous entende sur un domaine un peu particulier, c'est la santé et notamment la désertification médicale. C'est un terme un petit peu tout fait, mais effectivement, un phénomène qui est régulièrement dénoncé. Comment on œuvre en tant que député pour lutter contre ce problème de désertification médicale? Mais on mène le combat avec les acteurs du territoire. Et là, alors vous touchez un dossier qui m'est cher, parce que quand je pense au dossier que je portais, au projet que j'avais mis en œuvre, qui était la création d'un pôle de santé sur la sous-préfecture héroltaise, à Lodève, j'avais réussi à ramener vers moi les acteurs de santé, c'est-à-dire les cliniques, les établissements publics, l'agence régionale de l'hospitalisation à l'époque, et puis le ministère. Car il y avait un danger de voir le pôle local lodévois se désagréger. Écoutez, j'ai mené ce dossier, j'étais à l'époque député et maire de Lodève. Une fois que j'ai été battu à Lodève, 9 mois après, le temps d'une gestation, sans que j'ai été sollicité, sans que j'ai été interpellé sur ce sujet par le maire de Lodève et président de la communauté de communes, dans laquelle M. Roig est vice-président, j'ai appris la fermeture de la clinique Saint-Pierre et l'abandon du projet de pôle de santé qui aurait été quelque chose d'extraordinaire pour le territoire. Eh bien, franchement, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est un élu, on travaille avec tous les élus, quels qu'ils soient, sans sectarisme, et il faut se rassembler. On s'est rassemblés sur, oui, les gaz de schiste, on s'est rassemblés sur l'UNESCO, on s'est rassemblés sur le pôle d'excellence rurale au Pic Saint-Loup. Et là, la présidente de la communauté de communes a voulu travailler seule. Elle n'a pas su en parler aux députés qui auraient pu être utiles. Eh bien, franchement, c'est désolant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour la santé après? Mais j'ai été interpellé par la commission santé de ce qu'on appelle le pays cœur d'Hérault. Une structure de plus, d'ailleurs. Moi, ce que j'invite à M. Roy, qui est membre de la communauté de communes du Lodévois et Larzac, c'est de favoriser le rassemblement des 3 communautés de communes sur ce territoire, parce que franchement, on n'a que faire de 3 structures plus une superstructure. Mais j'ai quand même été interpellé par la commission de santé. Et nous avons réussi, en travaillant ensemble, eh bien, à créer la maison médicale de Clermont-Lérault. C'est travailler ensemble tous. Quand l'intérêt général le justifie, mettons de côté nos particularismes partisans et travaillons intelligemment ensemble. La santé est un enjeu suffisamment important pour qu'on se rassemble. Frédéric Roig, sur cette question de la santé. Oui, il faut mettre un frein immédiat aux déserts médicaux, parce qu'effectivement, la loi hôpital santé patient et donc les schémas territoriaux de santé qui sont en cours d'élaboration et dont nous n'avons eu que des projets sont assez édifiants sur le fait qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, les collectivités sont obligées aujourd'hui de créer des maisons médicales de garde pour assurer les permanences de soins. Sur l'Odève, c'est un sujet local, donc je ne vais pas là me faire l'écho de personnes, et donc je demande à M. Lecoux d'interpeller Mme le maire de l'Odève sur ces questions-là. Je ne suis pas là pour me substituer à sa position, mais effectivement, au lendemain des élections, les 2 partenaires privés et l'ARS se sont retirés de ce projet qui était porté. Il faudra leur poser les questions du pourquoi. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, depuis 2 ans, il y a un centre d'accueil de permanence de soins qui a été mis en place pour se substituer à la fermeture de la clinique de l'Odève, et nous sommes toujours dans l'attente d'un scanner pour lequel une autorisation administrative a été délivrée, un porteur de projet a été identifié, et nous n'avons toujours pas cet outil sur l'Odève. Pourtant, la promesse a été faite par Mme Bousquet. Tout à fait. Prenez les journaux municipaux, vous verrez. Il n'y a pas besoin de prendre la promesse de Mme Bousquet, il suffit de prendre l'arrêté de l'ARS avec l'opérateur qui est désigné, mais qui ne met toujours pas le scanner en place, ce qui pose un certain nombre de problèmes et qui relève aussi la question de l'accès aux soins des populations sur nos territoires, et plus généralement, nous n'avons pas le temps d'en parler, mais des dépassements d'honoraires, etc. etc. Ça, c'est un vrai problème sur lequel il faut se pencher dans les meilleurs délais. On arrive au terme de ce débat dans 2 minutes exactement. On va vous laisser 1 minute chacun pour conclure. C'est Frédéric Roig qui démarre la conclusion. Écoutez, d'abord merci
merci de votre invitation et d'offrir aux électeurs et aux électrices la possibilité de mesurer les projets, les débats, les envies, les personnalités des uns et des autres. Les Français ont fait un choix le 6 mai et je crois qu'il est important si un certain nombre de propositions qui ont été faites dans le cadre des 60 engagements de François Hollande puissent être mises en œuvre, le soient faites effectivement avec une majorité. Je crois que l'alternance fait partie de la vie politique et que la cohabitation serait quelque chose qui bloquerait le fonctionnement de nos institutions parce que quand on regarde par le passé, on a vu qu'effectivement c'était jamais quelque chose de productif. Donc moi je souhaite mettre toute mon âme et mes compétences et mes convictions au service de cette 4e circonscription qui est un territoire extraordinaire. Robert Lecou. Oui, c'est pas à la 4e circonscription que se jouera la cohabitation. Moi, ce que je dis aux Lodévoises, aux Lodévois, aux Mésois, aux Mésoises, aux Gangeois, aux Gangeoises, à tous ces gens du Pic Saint-Loup, vous allez élire un député. C'est quelqu'un qui doit avoir une capacité, une expérience et une pugnacité. Je prends l'exemple du dossier de Fabrègue parce qu'il a fallu 7 ans pour aboutir. Et je prends l'exemple du pôle de santé de l'Odévois. Je l'avais monté pendant des années, il a été coulé en 9 mois. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire que quand on est en charge d'une responsabilité comme celle-là, il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être enraciné sur le territoire, il faut être engagé, il faut être passionné. C'est ça qu'il faut. Un député qui sera capable de porter la voix au sein de l'Assemblée nationale et qui ne sera pas là pour se taire quand on lui dira de se taire, mais qui sera au contraire là pour l'ouvrir. Un député qui sera capable de défendre, oui, les retraités, les jeunes, de défendre aussi un service public. On n'en a pas parlé et je le regrette parce qu'on a besoin de proximité sur ce territoire-là. Et moi, je suis pour des fonctionnaires qui sont là où il faut, quand il faut. C'est tout ce territoire-là que j'aime, qui me passionne et que j'ai toujours envie de défendre tout en étant un élu de la nation. Et je voudrais, si vous le permettez, enfin, rendre un hommage à ce jeune Pierre-Olivier Lumineau, qui est mort en Afghanistan. Demain, j'interromps ma vie de candidat pour monter aux Invalides et pour aller rendre hommage à cet homme qui est décédé en Afghanistan. Pourquoi je le fais ? Parce que j'ai siégé sur les bancs de l'Assemblée nationale où j'ai débattu de l'Afghanistan. Et c'était mon devoir de me rendre, en effet, à Paris demain aux Invalides. Vous avez largement dépassé votre conclusion, donc on peut laisser répondre aussi sur cette question à Frédéric Roig. Oui, je voudrais m'associer aussi à l'hommage que vient de rendre Robert Lecou en disant que de la même manière, j'ai pris la décision d'annuler la réunion publique demain soir que j'avais prévu d'organiser à Saint-Gély et par respect pour la communauté saint-gilloise, la famille et le défunt. Donc j'ai pris la décision d'annuler cette réunion publique qui était initialement prévue à 18h puisque je crois que les obsèques auront lieu vendredi dans la journée. Et donc je crois qu'il faut savoir aussi, comme ça vient d'être dit, faire part d'humilité et de trêve dans ces échéances qui nous animent aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à François Doré et à Midi Libre. Merci à François de m'avoir accompagné. On se retrouve pour la suite de cette soirée spéciale législative qui continue sur TV Sud à partir de 20h45. Très bonne soirée à tous sur TV Sud.